Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup, cher Hassan. Donc tout d'abord, je voudrais féliciter l'association des jeunes diplômés en hydrocarbures pour l'organisation de cette seconde édition de ce forum qui est devenu une plateforme donc d'échange sur l'énergie au niveau national. Et puis surtout pour le choix du thème, donc souveraineté énergétique, autant important dans ce contexte marqué donc par la crise géopolitique et puis les conséquences de cette crise sur toute la chaîne énergétique mondiale, donc y compris la chaîne logistique. Donc pour revenir à votre question, donc la souveraineté énergétique fait partie, enfin en tout cas c'est la composante importante de la vision énergétique intégrée de la Mauritanie. Donc cette vision énergétique intégrée se base en fait sur la valorisation de nos ressources extractives, donc aussi bien les ressources gazières, comme vous le savez, nous sommes devenus un pays producteur du gaz, donc avec le démarrage de la production des GTA, nous avons commencé depuis plus d'une année, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans les propos de M. Mohamed Limam. Nous sommes déjà à quelques 33 cargos donc de LNG exportés sur le marché international et nous préparons bien sûr les phases futures donc pour le développement du projet GTA. Bien sûr, nous avons des ressources assez importantes au niveau de Bir Allah, donc de l'ordre de 50 TCF. Bir Allah, comme vous le savez, est aujourd'hui aussi en phase donc de recherche d'un développeur pour un schéma de développement qui s'intègre dans cette vision stratégique. Donc cette vision stratégique, comme je viens de le dire, se base essentiellement sur ces assets que la Mauritanie possède, donc les ressources extractives, la position géographique de la Mauritanie, et puis les ressources aussi renouvelables. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de souveraineté énergétique sans parler donc de cette complémentarité dans les ressources nationales. Donc pour non seulement produire une énergie au niveau local en utilisant les ressources du pays, mais aussi en créant donc la complémentarité entre les différentes sources d'énergie, en créant un mix énergétique donc qui permet au pays de faire face aux crises que nous ne contrôlons pas. Nous sommes bien sûr, on commence à produire du LNG, mais nous sommes encore un pays importateur de produits pétroliers, donc nous subissons les chocs comme tous les pays. Et donc cette souveraineté énergétique, pour qu'elle soit durable, efficace, et qu'elle doit nous permettre en fait de produire une énergie accessible partout, une énergie efficiente et avec un bas coût. Bon, pour ce qui est du gaz, donc le gaz est aujourd'hui, comme vous le savez, considéré comme un élément essentiel donc, dans la transition énergétique. Le monde s'oriente aujourd'hui vers l'utilisation de ressources à bas carbone, voire de ressources vertes. Mais on a vu que ce passage, donc cette transition, va nécessiter beaucoup plus de temps car il s'agit d'un nouveau paradigme en fait énergétique qu'il faut adopter. Et nous, en Mauritanie, on voit le gaz comme l'élément central qui va nous permettre donc d'assurer cette transition et donc créer de la valeur locale. Produire de l'électricité à partir du gaz, donc introduire le gaz dans les tissus économiques, développer des entreprises locales qui vont donc permettre de capter une part des projets développés dans le pays, et tout en continuant aussi les efforts de promotion et d'anticipation de positionnement de la Mauritanie sur la scène régionale et internationale pour ce qui est des énergies vertes. Merci beaucoup. On va peut-être déménager toute la logistique et les petits micros. Ibrahim Adjagana, vous êtes, comme je l'ai dit, le country manager de Gringo Energy. Peut-être vous pouvez nous présenter cette entreprise en 2 mots et aussi nous dire quel rôle elle peut jouer dans la transformation énergétique de notre pays. Et juste pour signaler, apparemment il y a une jurisprudence, Mustafa, c'est 3 minutes. Il a respecté les 3 minutes, donc on va faire parler. Je ne vais pas être très long. Bon. Gringo Energy, c'est une entreprise d'énergie renouvelable, éolienne et surtout solaire, danoise. Et nous sommes venus en Mauritanie après l'engouement qu'il y a eu en 2022 de l'hydrogène vert,
tenant compte du potentiel de la Mauritanie dans le domaine de l'espace. Nous avons de grands espaces solaires et éoliennes. Les vents en Mauritanie vont jusqu'à 10 mètres, je crois, au niveau du nord, au niveau de Boule Noire. Donc nous avons une concession au sud de la Mauritanie, pas loin de Tigint, et en remontant vers Idini, donc un espace de 100 000 hectares pour développer l'hydrogène vert. Ben, pour être très honnête avec vous, depuis 2024, l'engouement vers l'hydrogène vert a un peu diminué. Vous savez, depuis l'arrivée de Trump et son motto drill, baby drill, les gens sont vont plus pour le développement des énergies fossiles, surtout du gaz. Ce qui n'est pas mal parce que nous sommes aussi un pays gazier. Mais je pense que pour le moment, on a fait quand même beaucoup de choses. On a mis en place, on a fait des études de faisabilité. Et ce que je peux dire par rapport à l'hydrogène vert, aussi bien nous que CWP, Total et Chariot, je crois qu'il faudrait attendre un peu que la relance soit là dans peut-être 2-3 ans. Mais en attendant, je peux dire que ce n'est pas la bonne période. D'autres alternatives sont en place. Je crois que comme le gouvernement, nous ne devons pas attendre. Il faut anticiper. Le gouvernement, hier, le secrétaire général a dit, a mis en place déjà une loi pour l'agence de l'hydrogène vert pour pouvoir développer l'hydrogène bleu, par exemple, parce qu'on a du gaz et à partir du gaz, il y a une possibilité de capturer du carbone et pour réduire le carbone print de la Mauritanie. Il y a même l'hydrogène blanc, qui est une ressource naturelle. On peut faire des recherches minières pour pouvoir l'extraire. Le Mali, la France et beaucoup d'autres pays ont commencé dans ce domaine de l'hydrogène blanc. Donc, en attendant aussi pour nous, en tant qu'opérateurs, développeurs, en attendant de mettre en place l'hydrogène vert, ce qu'on peut faire, c'est de placer quand même les éoliennes et le solaire. Et ensuite, quand l'hydrogène vert sera développé, ça va trouver que les gens vont débuter quelque chose. Et au-delà, sinon, il y a d'autres alternatives auxquelles on pense, comme par exemple des data centers. On peut mettre des data centers, c'est des grands espaces que nous avons ici. Et les GAFA ont besoin d'espace. Voilà. Beaucoup, merci. Même question pour vous, M. Samba Diallo, de CWP. Ces entreprises ne sont pas très connues localement. Vous pouvez peut-être la présenter au grand public et la même chose aussi, nous dire comment elles peuvent participer au développement énergétique de notre pays. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, et n'oubliez pas la jurisprudence Moustapha Béchir, les fameuses 3 minutes. Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est Samba Diallo, je représente CWP Global ici. Comme mon collègue et ami Jagana vient de commencer, c'est des sociétés, traditionnellement, c'était des sociétés dans le domaine des énergies renouvelables. Et puis, depuis les crises, des décennies, surtout les crises liées au réchauffement climatique, le monde a depuis les crises énergétiques, le monde a commencé à revoir comment on peut produire de l'énergie d'une façon plus propre et plus effective. Alors, des pays comme la Mauritanie, toujours ce genre d'initiative, c'est à encourager parce que tout simplement les pays égorgés de ces ressources, surtout principalement les ressources solaires et les ressources éoliennes. Donc, la société est arrivée en Mauritanie en 2020, tout de suite dans une phase de 6 mois, le MOU a été signé et l'accord cadre a suivi tout de suite le MOU et aujourd'hui nous sommes dans une phase très avancée pour conclure la convention globale.
Donc, beaucoup de choses se sont passées autour de ces trois ans, aux côtés du gouvernement. M. Béchir vient de le souligner. Aujourd'hui, on a un code d'hydrogène qui régule et qui donne des garanties, pas seulement aux développeurs, mais aussi aux côtés de l'État, qui impose surtout des conditions comme des conditions d'emploi. La loi du contenu local aujourd'hui, ce n'est pas seulement un choix. Toute société est obligée de revoir la façon dont elle recrute ces genres de compétences, et ces compétences sont encouragées à être des compétences locales. Donc voilà le contexte actuel, si vous voulez, là où on se positionne aujourd'hui. Diagana vient aussi de mentionner que c'est une phase extrêmement difficile pour les énergies. Nous sortons d'une crise énergétique mondiale et bien sûr nous sommes impactés. Donc c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Et la souveraineté énergétique, aujourd'hui, c'est devenu pas seulement un vecteur pour l'économie, mais une souveraineté nationale, parce que chaque pays aujourd'hui est en train de revoir et de penser comment on peut optimiser nos ressources, et surtout pas seulement des ressources qui sont organisées ou faites pour l'export, mais aussi comment la production de ces ressources peuvent bénéficier nos industries, peuvent créer de l'emploi chez nous, et bien sûr, pourquoi pas l'export. Merci. Merci beaucoup. Mohamed Bobo, comme j'ai dit, vous êtes le conseiller technique du directeur général de la SMH. Justement, on voudrait savoir quels sont les mécanismes mis en place par la SMH pour assurer une extraction durable et transparente de nos ressources. Merci beaucoup. Je remercie, comme mes collègues, l'association pour l'organisation de cet événement, pour la deuxième édition de cet événement, donc très important pour échanger sur la question de l'énergie en général et de la souveraineté énergétique en particulier. Comme vous le savez, l'histoire du pétrole et du gaz en Mauritanie est assez récente. La première découverte fut celle de Chinguetti, donc en 2001. Et comme tous les autres pays, un pays qui vient de découvrir des ressources pétrolières ou gazières, la plupart des pays ont opté pour la création des sociétés nationales. Le rôle des sociétés nationales, c'est de gérer cette ressource et de veiller à ce que les intérêts du pays respectif soient préservés. Donc c'était dans ce cadre que la création de la SMH a eu lieu en 2004, donc pour asseoir les premières bases de cette société nationale qui est devenue par la suite la SMH. Donc à l'époque, il a fallu recruter, donc il y avait un recrutement massif d'une 60aine de personnes, de toutes disciplines confondues, et donc à l'époque il n'y avait pas assez de spécialistes justement dans le secteur, parce que c'était un secteur nouveau, et il a fallu convertir des profils de différents types pour qu'ils aient les compétences nécessaires pour ce secteur qui était nouveau à l'époque. Donc je dirais que les jeunes devant nous sont assez chanceux qu'ils ont eu la compétence et qu'ils ont eu le parcours nécessaire pour pouvoir rentrer dans ce type d'activité industrielle, ce qu'à l'époque nous n'avions pas. Donc c'était juste pour rassurer les jeunes qu'ils ont un avantage particulier parce qu'ils ont eu la formation de base nécessaire pour ce genre d'industrie. L'industrie pétrole et gaz est assez demandeuse en termes de technicité, de standards de sécurité, de qualité, etc. Donc, les standards sont assez élevés. Et donc, j'invite les étudiants à prendre plus de compétences dans ces domaines. Donc, en termes de gouvernance, la Mauritanie a une toute panoplie donc, elle a opté pour l'adhésion à l'initiative de transparence industrie extractive, l'ITIE, dont elle est membre actif depuis une vingtaine d'années. Donc, elle publie régulièrement ses rapports et
le pays aussi a adopté un arsenal juridique adéquat pour la phase dans laquelle on se trouve actuellement. Donc c'est un système de PSI, c'est un contrat de partage de production qui à la fois garantit les intérêts du pays, mais aussi pour l'investisseur étranger. Parce que c'est une industrie qui est assez risquée, donc l'investisseur doit être rassuré à ce qu'il ait toutes les garanties nécessaires pour récupérer à la fois les coûts qu'il a engagés pour l'exploration, mais aussi un bénéfice qui est raisonnable pour pouvoir donc avoir un retour sur l'investissement approprié. Donc, vous voulez conclure? Il n'y a pas de problème. Donc, je dirais que juste que le potentiel existe, que le pays est encore sous-exploré en termes d'opportunités, que des ressources importantes existent, que le challenge maintenant, c'est de pouvoir transformer ces ressources en richesse, parce qu'une ressource doit être exploitée, mise en valeur pour qu'elle soit transformée en richesse pour le bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup. Moustapha, quels sont les principaux défis qui freinent aujourd'hui l'indépendance énergétique de notre pays? Merci. Donc ça c'est une très bonne question parce que voilà, on est vraiment au cœur donc de la problématique. Souvent, on associe la souveraineté énergétique à la capacité d'un pays de produire localement son énergie, mais je pense que c'est une vision assez simpliste de la souveraineté énergétique parce qu'elle va au-delà. C'est plutôt la capacité donc de conjuguer tous les efforts, d'optimiser les ressources, de diversifier les sources d'énergie, de créer des cadres de coopération régionale, etc., utiliser les infrastructures, augmenter les capacités en termes de stockage. On parle souvent de notre système d'approvisionnement en hydrocarbures. Donc, comme vous le savez, on importe les hydrocarbures raffinés. Et donc cette chaîne logistique aussi fait partie de cette souveraineté énergétique. Et donc l'utilisation du gaz, j'en ai parlé au début de mes propos, donc qui est aujourd'hui une opportunité pour notre pays, non seulement pour produire cette énergie à moindre empreinte de carbone localement, mais aussi pour donc diminuer son coût et pour aussi augmenter sa viabilité, donc pour permettre à des projets industriels de taille de pouvoir se réaliser localement. Donc les défis, il y a toujours des défis pour mettre en place une telle stratégie. C'est à la fois des défis liés à la nature du secteur lui-même. Donc c'est un secteur très volatile. On ne contrôle pas les prix des hydrocarbures, on contrôle pas l'approvisionnement, on ne contrôle pas les risques géopolitiques. Et donc on subit ces chocs. Et donc ça pose des contraintes, c'est des défis, il faut s'adapter, il faut avoir autant de sources d'approvisionnement et de mécanismes, je dirais, de méthodes de mitigation pour diminuer l'impact sur les citoyens, sur l'économie de manière générale. Il y a les défis de gouvernance, donc ce sont des défis aussi standards dans tous les domaines. Donc comment mettre en place le cadre institutionnel et réglementaire qui permet à la fois donc à l'État de pouvoir contrôler la gestion de ces ressources, mais aussi aux investisseurs qui sont une chaîne très importante dans ce que nous faisons. Donc sans investissement, on ne peut pas réaliser de projet. Les États sont là pour les stratégies, ils sont là pour mettre en place les cadres d'investissement appropriés, mais ils ne sont pas là forcément pour financer et mettre en place tous les projets sur un point de vue financier. Donc c'est l'investissement qui est aussi important. Bien sûr, le troisième défi, je dirais que c'est lié aux ressources humaines de manière générale. Donc c'est aussi le renforcement des capacités des institutions de gestion, de contrôle, de suivi.
mais aussi les capacités donc, des jeunes en particulier qui seront ceux qui vont prendre le relais demain pour gérer tous ces projets, donc les former sur les différents métiers et sur les différents enjeux donc, de la problématique. Et surtout, je dirais que ce qu'il faut, c'est une vision cohérente, donc qui tient compte de ces facteurs de manière générale, donc de sorte à pouvoir réellement donc implémenter la vision énergétique intégrée que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc sans une cohérence dans cette vision globale, sans l'implication de toutes les parties prenantes, sans la mise en place donc, du climat nécessaire pour en fait réaliser cette vision. Donc cette souveraineté énergétique restera toujours difficile à mettre en œuvre. Ibrahim Moustapha vient de parler de la diversification des ressources énergétiques pour faire face aux problèmes liés à l'autonomie. Vous êtes dans l'hydrogène vert. Quels sont les principaux défis à laquelle fait face cette filière pour qu'elle devienne compétitive? Je crois que le défi numéro 1, on ne va pas s'en cacher, c'est les fonds, c'est les financements. Non, je vais le tenir comme ça. Non, le problème réel, c'est les financements, parce que nous, en tant que développeurs, aussi bien que CWP, les Chariot et tout le monde, pour développer l'hydrogène vert, il faudrait que nous, en tant que développeurs, on met en place les infrastructures nécessaires. On met le terrain, on fait des études, on sait quelles sont les vitesses des vents, et ensuite, on cherche d'autres opérateurs qui doivent nous soutenir pour pouvoir développer la filière. C'est comme Cosmos quand elle vient, dans un premier temps, c'est une petite compagnie pétrolière, mais après, quand elle commence à forer, elle fait appel à BP, elle fait appel au... C'est exactement le même scénario. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'engouement un peu... Sauf que Ibrahim, ça ne peut pas être la même problématique parce que Cosmos, elle est venue prospecter, mais vous, si vous êtes sur le terrain, vous savez à quoi vous attendre, vous ne venez pas chercher, vous savez qu'il y a de quoi faire de l'hydrogène vert. On vient prospecter aussi au départ parce que, comme j'ai dit, avec les études de faisabilité, avec tout ce qu'on a comme données, c'est ce qui pousse les investisseurs à venir, les autres investisseurs à venir. Ils ne sont pas tous venus parce que justement il y a eu ce manque d'intérêt à l'hydrogène vert. Ceci dit, c'est une question de temps, je crois, pour pouvoir les ramener, quoi. Et en attendant, il y a le mix énergétique dont monsieur le conseiller a parlé tout à l'heure, qui peut être utilisé. Il ne faudrait pas que les gens diminuent leur engouement par rapport au secteur. Samba a parlé tout à l'heure de l'accord cadre qui a mis en place. Il y a beaucoup d'accords. Il faut continuer dans cette lancée et tôt ou tard, l'hydrogène vert sera développé. Et ça arrive à maturité. Ce n'est pas encore trop tôt. Non, je pense qu'il faut commencer d'abord à mettre en place les renouvelables. Et quand ça va arriver à maturité, ça va trouver que quelque chose est déjà en place. Ça va mettre les investisseurs en confiance. Sinon, cette manne qui a été déjà réalisée dans le domaine du renouvelable peut être mise dans le grid, ça peut être mis dans les réseaux, le network, ou comme j'ai dit plus tôt, être utilisé pour l'intelligence artificielle, par exemple, comme pour les data centers. Mais il faudrait commencer, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se décourager, il faut y croire. Et je crois que tous ensemble, ici, devons y croire, devons croire à l'énergie. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Depuis très longtemps, on parle de pétrole, on ne le voit pas, on parle de gaz, on ne le voit pas. Mais il y a des choses qui se font. En coulisses, il y a beaucoup de choses qui se font. Depuis les années 70, depuis Mokhtar Dada, tout le monde, tous les gouvernements qui sont passés, je me permets de parler au nom du gouvernement aujourd'hui. Tout le monde a fait des efforts. Chacun a fait de son mieux. Et ça continue.
nous, on ne sera plus là demain, peut-être c'est vous qui allez continuer à le faire. L'énergie, c'est comme le sang pour le corps humain. Il faudrait que les gens se battent pour le chercher. C'est comme la nourriture du corps. Voilà. Toujours dans le renouvelable Samba, Ibrahim a parlé de l'investissement comme un défi ou un frein. Et vous, est-ce que vous voyez d'autres défis et surtout, qu'est-ce que le gouvernement mauritanien peut faire pour faciliter l'implantation de cette filière dans notre pays? Merci. Alors, je vais juste ajouter, quand on parle des défis, bien sûr, les défis majeurs que je peux ajouter sur ce qui est déjà dit, c'est les infrastructures. Les infrastructures, quand je parle des infrastructures, je parle des routes, des ports, surtout qu'on parle d'un secteur qui va importer énormément d'équipements et surtout des éoliennes. Et ça, c'est des éoliennes hors gabarit, hors marché. Donc, juste imaginer une éolienne importée à partir du port, disons, de Nouadhibou ou du port de Nouakchott, transportée au nord. Est-ce que nos routes sont capables de soutenir surtout cette force logistique? C'est pas des défis qu'on ne peut pas surmonter, bien sûr. Tous ces secteurs ont passé par là. Aujourd'hui, on est en train de produire le gaz. C'était pas facile de construire toute une plateforme au fond des mers, forêts sous des océans. Donc c'est bien possible. Mais c'est des questions qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'on doit trouver des solutions. Et surtout que le marché, comme le marché ralentit au niveau international en termes de financement, en termes surtout de off-take. Donc c'est le moment pour nous, ici, localement, de penser aux solutions qui peuvent être déjà mises en place, parce que mobiliser des financements des infrastructures, c'est pas des choses qu'on peut faire en une année ou deux. Donc il y a énormément de bailleurs qui sont très intéressés à mettre l'argent sur ces points. Le deuxième point, bien sûr, c'est les infrastructures liées dans le domaine de l'électricité, la construction des lignes électriques, moyenne tension, haute tension. Beaucoup a déjà été fait, mais ça reste encore. Vous savez très bien que notre pays est un pays très particulier, d'une superficie de plus d'1 million de mètres carrés, densité de population très limitée. Donc, et nos villes ne sont pas, la densité surtout des habitants dans nos villes reste très limitée. Donc, on doit aussi penser comment approvisionner de l'électricité. Est-ce que c'est par des solutions off-grid, connectées, surtout dans le monde rural? Nous avons un très grand potentiel dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des pêches, mais tout cela ne peut pas être, c'est-à-dire ne peut pas voir le jour avec les réalités actuelles de l'électricité qui reste quand même très compliqué et très coûteux. Donc ça donne un peu encore, surtout, ça nous encourage d'avancer surtout dans le solaire. Nos régions aujourd'hui, toutes ces sociétés réunies dans le domaine du hydrogène vert sont au nord, mais le potentiel des renouvelables en Mauritanie dépasse les régions du nord. Toute la Mauritanie, je pense que ça mérite de collecter des données par région et de les avoir, parce que le potentiel est là. Donc, et le monde rural est assoiffé d'énergie. Donc, voilà. Donc, en général, ça, c'est des défis que je peux citer. Mohamed, mais juste avant de donner la parole peut-être à la salle et de collecter 2 ou 3 questions, on voudrait savoir où en est la Mauritanie dans la structuration de sa politique extractive, puisque vous êtes tous les garants de cette politique, ou du moins la SMH. Merci pour la question. Donc, pour la gouvernance en général, donc, elle est segmentée en plusieurs niveaux. Nous avons l'aspect régulation, politique énergétique, etc. C'est le rôle du ministère. Donc, le ministère met en place le cadre légal adéquat pour l'attraction de l'investissement. Comme je l'ai dit, c'est une industrie qui demande des investissements énormes. Imaginez, par exemple, pour forer un puits, il faut 150 millions de dollars.
Donc, et le pourcentage de succès, c'est autour de 10%. Donc c'est impossible pour les pays de s'investir dans ce genre de situation. Donc, c'est aux investisseurs de se lancer pour trouver des découvertes et les mettre en exploitation et, in fine, à l'État de générer des revenus de ces ressources. Donc, imaginez, parfois on nous demande, vous ne prenez pas assez de ces ressources. C'est normal parce que nous sommes dans une industrie qui est, comme je l'ai dit, très risquée. Donc, il est tout à fait normal que l'investisseur puisse récupérer ses coûts et qu'il ait un revenu adéquat par rapport aux coûts qu'il a engagé. Donc, le schéma est standard, c'est le principe du PSI, donc Production Sharing Contract, donc qui est adéquat pour un pays comme la Mauritanie, qui est encore, comme je l'ai dit, sous-exploré, qui cherche des investissements, qui n'a pas les moyens d'extraire donc ces ressources par ses propres moyens. Donc, il fait appel aux investisseurs étrangers. Donc, c'est un système assez adéquat à notre situation, comme je l'ai dit. Et il est différent d'autres systèmes parce qu'il y a d'autres pays qui ont adopté d'autres schémas, mais ces schémas, il est plus approprié à leur égard. Donc, en termes de gouvernance, nous avons, comme je l'ai dit, des ministères qui définissent la politique sectorielle et nous avons la Société nationale qui est en charge donc les suivis techniques, c'est le bras technique et opérationnel du ministère. Donc elle suit avec les opérateurs tout ce qui est participation étatique dans les champs. Et tout récemment, donc il y a 10 ans aussi, les champs d'activité a été élargi pour couvrir justement l'aval et nous avons eu la charge de gérer les dépôts au niveau du port de Nouakchott. Donc, juste pour revenir à la souveraineté énergétique, c'est une activité très importante pour la sécurité énergétique du pays parce qu'on a la charge, la gestion des dépôts toute la zone sud du pays. La zone nord étant à Nouadhibou et Zouerat, et c'est la SNIM qui s'en charge. Mais pour tout ce qui est la zone sud, c'est les dépôts de la SMH qui ont connu une extension tout récemment de 23 000 mètres cubes. Et une deuxième extension est en cours pour porter justement cette capacité à 123 000 au lieu de 60 000. Juste pour accompagner la demande croissante en termes de produits pétroliers donc, pour cette zone. Merci. Moustapha, peut-être un mot sur la gouvernance extractive avant qu'on passe à la salle. Merci. Donc, monsieur le conseiller vient de schématiser de manière très claire les deux entités qui sont donc à l'œuvre dans la mise en place de la stratégie. Le ministère, bien sûr, en tant que régulateur, est donc chargé de cette politique. J'ai parlé tout à l'heure du climat des affaires de manière générale, donc le cadre d'investissement. Je donnerai peut-être un bilan de ce qui a été fait. Comme vous le savez, avec cette nouvelle transition énergétique, elle est aussi liée à la souveraineté énergétique parce que, comme on l'a expliqué, il y a eu un virage assez fort pour shifter des hydrocarbures vers les énergies vertes et qui a été freiné par les contraintes et les défis qu'on vient de citer. Et donc, ce qui a été fait donc, au niveau du département, c'est une révision du code du code des hydrocarbures, donc pour en fait instaurer un régime promotionnel beaucoup plus adapté au contexte, donc pour attirer plus d'investisseurs, surtout dans des zones éloignées des infrastructures ou dans des zones qui se trouvent dans des eaux très profondes, comme c'est le cas pour nous. Donc il y a eu aussi un nouveau code d'électricité, donc pour promouvoir les IPP, donc les productions indépendantes d'énergie. Vous avez vu le projet de la centrale d'Ndjagou, donc qui est en cours de finalisation, qui va apporter 230 MW produite à partir du gaz de GTA.
donc dans le réseau national. Vous avez aussi le code de l'hydrogène vert, on en a parlé, donc ça c'était encore une anticipation du gouvernement donc par rapport à cette branche. Cette branche, il faut bien la voir comme complément du gaz et des ressources en hydrocarbures que nous sommes déjà en train de développer. Vous avez aussi les efforts, la révision qui a été faite au niveau du code donc des partenariats publics-privés. Et donc ça, si on ajoute donc la loi hier qui est sortie sur l'agence de l'hydrogène, qui vient un peu compléter donc ce cadre institutionnel réglementaire donc qui régit tous les secteurs de l'énergie, donc en commençant par l'exploration, donc avec le régime promotionnel du code des hydrocarbures, en passant également par donc l'énergie, l'électricité, la production d'électricité et la promotion de la production indépendante, donc privée, et puis aussi donc en intégrant les potentialités des énergies renouvelables. Donc ça c'est sur le cadre institutionnel. Vous savez, on a la présence de monsieur le conseiller d'IPM qui est président de la Commission nationale des industries extractives, l'initiative. Et donc vous savez que la Mauritanie est membre donc de cette initiative et que nous publions des rapports annuels et nous subissons aussi des validations donc pour prouver que le pays est conforme aux normes donc exigées par cet organisme international. Ça fait partie aussi de la gouvernance parce que la transparence, l'accès à l'information, l'implication des parties prenantes, ça fait partie de cet arsenal. Voilà, donc le gouvernement fait beaucoup d'efforts donc pour garder la Mauritanie comme une destination privilégier donc des investissements dans le secteur de l'énergie, malgré le contexte économique mondial, malgré donc la transition énergétique. On continue à susciter l'intérêt des grandes sociétés, aussi bien au niveau de l'exploration qu'au niveau donc des projets énergétiques de manière générale.